Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison hors-série de Chronique consacrée aux lauréats du prix Happy Patient 2024. Ce prix met à l'honneur des individus et des initiatives remarquables qui transforment le quotidien des patients et des personnes en situation de handicap. À travers cette série, nous partons à la rencontre de ces personnalités inspirantes qui, par leur créativité, leur engagement et leur résilience, apportent des solutions concrètes et des perspectives nouvelles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Milena, sportive de haut niveau en para-badminton et créatrice du podcast Journal d'une para-badiste. Elle est lauréate du prix La Voix Inspirante. À seulement 27 ans, Milena est un modèle de persévérance et de détermination. Passionnée de sport depuis toujours, elle a débuté avec le tennis et nourrissait le rêve de devenir professionnelle. Mais sa maladie neurologique a freiné son ascension avant même qu'elle ne soit diagnostiquée. Pourtant, c'est ce diagnostic qui a marqué un tournant décisif dans sa vie. Grâce à l'handisport, Milena a pu renouer avec ses ambitions et atteindre un de ses rêves: participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Une aventure qu'elle a documentée dans son podcast. À travers Journal d'une para-badiste, Milena sensibilise le grand public au handicap et partage les réalités du sport de haut niveau, tout en offrant aux personnes concernées un espace pour se sentir comprises et moins seules. Dans cet épisode, Milena nous raconte son parcours hors du commun, de l'acceptation du handicap à la conquête du haut niveau et comment elle continue de construire des ponts entre le sport et la sensibilisation au handicap. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour Milena. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Aujourd'hui, on est dans une saison un peu spéciale hors série pour les prix Happy Patient. Félicitations à toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours? Bonjour, je m'appelle Milena Sureau, donc je suis sportive de haut niveau, je fais du para-badminton à niveau international, et du coup j'ai un podcast sur le sport de haut niveau et le handicap, et donc voilà, mon quotidien est partagé entre le sport et le podcast. Trop chouette. Plein de projets. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu, toi, ton diagnostic et en quoi ça a un peu changé ta vision de ta vie et surtout de ta carrière sportive? Moi, mon diagnostic, il est arrivé très très tard parce qu'en fait, j'ai des symptômes, on va dire, de la maladie depuis une bonne quinzaine d'années, on va dire. Sauf que voilà, c'était toujours quand je me plaignais un peu de ça, on me disait c'est normal, c'est parce que tu grandis, ou c'est normal, tu fais trop de sport, ou tu t'étires pas assez. Enfin voilà, c'était toujours un peu de ma faute que j'ai mal aux jambes, que j'ai des raideurs, que j'ai des crampes, que ce soit très dur pour moi de marcher, etc. On me disait que j'étais un peu une feignasse, que voilà, je voulais pas aller me promener, etc. Donc c'était toujours un peu de ma faute. Et donc j'ai fini par me dire que voilà, soit que c'était juste moi, soit que j'étais folle ou quoi. Et c'est vrai que du coup, quand enfin un médecin a un peu pris au sérieux ce que je remonte, et a examiné mes jambes et m'a dit effectivement il y a un problème, on va faire des examens complémentaires, ça a vraiment été un soulagement parce que depuis 15 ans, voilà, je me suis dit bon, ok, en fait, je suis pas folle. Il y a bien quelque chose, et puis C'est ça. potentiellement, j'ai enfin quelqu'un qui écoute ce que j'ai à lui dire. Donc du coup, c'est vrai que ça a été vraiment un soulagement pour le coup, d'avoir enfin des réponses, par la suite d'avoir un diagnostic, et du coup un peu des traitements qui vont avec pour les symptômes. Donc du coup, c'est vrai que ça a vraiment changé beaucoup de choses
psychologiquement déjà. Et puis au niveau du sport, voilà, c'est sûr que ça a changé ma vie puisque je faisais du sport du coup de manière amateur. Et puis du jour où on m'a diagnostiqué ma maladie, je me suis dit, j'avais même pas encore le nom de la pathologie, mais je me suis dit je vais faire les Jeux paralympiques. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu le nom de la pathologie et en quoi, du coup, ça consiste autant sur tes symptômes que sur l'évolution de la maladie? Alors c'est une paraplégie spastique héréditaire, donc c'est une maladie qui touche la moelle épinière. Donc en fait ma moelle petit à petit fonctionne de moins en moins. Du coup ça provoque tout simplement des paralysies dans les muscles des jambes. Alors moi j'ai une forme complexe, donc je suis aussi touchée au bras, donc j'ai des faiblesses dans les muscles des bras, des mains. Et ça provoque surtout de la spasticité. Donc la spasticité, c'est un trouble du tonus musculaire. Donc en fait, j'ai les muscles qui se contractent tout seuls très fort et pas au bon moment et pas pas quand je le veux. Donc ça entraîne des difficultés du coup pour marcher, pour courir, pour faire ses transferts, etc. Donc du coup, c'est une maladie qui est évolutive, qui est progressive. Donc voilà, petit à petit, en fait, ça évolue et ça s'aggrave petit à petit. C'est vraiment au long cours, en fait. Il y a pas vraiment de phases comme il peut y avoir dans la sclérose en plaques, etc. Non, c'est vraiment une maladie au long cours qui va évoluer toute ma vie, quoi. D'accord. Et justement, quand tu as eu ce diagnostic et que on a enfin mis des mots et que du coup, tu t'es dit, bah, ok, c'est bon, on m'a compris, c'est pas dans ma tête, tu as dû quand même avoir un sacré soulagement. Ouais, c'est exactement ça. C'est que tu finis par déjà étant petite, on remettait toujours tout sur mon dos, donc je me disais Ouais, ouais, si ça se trouve je m'étire pas assez ou ci ou ça. Et puis on me disait c'est normal, c'est parce que tu grandis. Donc je m'étais dit bon une fois que je grandirai plus ça irait mieux. Et puis en fait en fait non. Donc c'est jamais facile. Et puis surtout ce qui est difficile, c'est à chaque fois que tu en parles à un médecin qu'on te prenne un peu de haut et c'est qu'on te ça. donne des réponses toutes faites sans même te poser plus de questions ou t'examiner. C'est hyper compliqué, c'est quand même très très désagréable. Et puis tu finis par du coup ne plus oser dire quoi que ce soit, que ça concerne ton problème aux jambes ou même quoi que ce C'est soit, ça. parce que tu perds quand même beaucoup la confiance malheureusement vers les professionnels de santé. Donc du coup, c'est vrai que quand enfin il y a un médecin qui m'a écouté et pris au sérieux, ça m'a aussi un peu redonné confiance à pouvoir parler de mes difficultés en me disant bon, il y a au moins une personne qui m'écoute, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est hyper important. Et donc toi, tu as candidaté avec donc ton podcast Journal d'une parabadiste. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie justement de créer ton podcast? Pourquoi ce format-là et comment ça a débuté? Alors en fait, à la base, mon podcast, c'était vraiment juste une idée qui est venue du besoin d'avoir un support de communication supplémentaire dans ma carrière sportive, parce que quand on fait du sport de haut niveau, la communication c'est très important, parce que voilà, c'est grâce à ces espaces de communication qu'on peut parler de notre vie, de nos carrières et fatalement derrière d'avoir des sponsors qui sont intéressés pour d'une part pour nous aider et puis derrière pour qu'on parle d'eux. Donc du coup, c'est vrai que plus on a un peu de plateformes de communication, plus on peut proposer des choses à nos potentiels partenaires. Donc moi, à la base, c'était vraiment une idée, pour développer mon projet sportif et avoir plus de possibilités au niveau du sponsoring. Et puis du coup, quand j'ai commencé à mettre ça en place, je me suis dit mais en fait oui c'est très bien pour la communication, mais en fait je vais carrément pouvoir faire un média qui est totalement à mon image, où je vais pouvoir parler vraiment de ce que je veux, sans pression, sans censure, sans limitation aussi, parce que c'est vrai que moi je parle énormément sur les réseaux sociaux, je prends la parole sur ces sujets de handicap, d'accessibilité, de sport de haut niveau, etc. Mais c'est vrai que voilà, quel que soit le réseau, il y a un format type
il y a X nombre de caractères à respecter, etc. Et souvent, je me retrouvais très frustrée à devoir couper la moitié de mes textes parce que ça rentrait pas dans le nombre de caractères imposés, etc. Et là, je me suis dit, en fait, avec le podcast, je pourrais dire tout ce que je veux sans avoir ces limitations. Donc déjà, c'est en termes de liberté d'expression, c'est vraiment génial. Et puis, je vais pouvoir pour le coup vraiment parler de tout ce que je veux. Et puis sur le podcast, il y a aussi cet avantage que qu'il n'y a pas comment dirais-je, c'est cette toxicité qu'il y a sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que dès qu'on prend la parole, sur les réseaux. On se retrouve souvent à avoir malheureusement beaucoup de commentaires très très négatifs, parfois des insultes sur certains réseaux. Et c'est vrai que pour moi c'est très difficile à gérer. Parfois je prends la parole sur certains sujets et puis ça vraiment ça monte, ça monte, ça monte. Et puis je me prends beaucoup de choses qui sont trop dures à gérer. Je finis par supprimer les posts parce que voilà c'est assez compliqué là-dessus. Et en fait du coup sur le podcast on n'a pas cette toxicité. Vraiment avant qu'une personne écoute ton podcast et aille faire la démarche de t'envoyer un message privé sur un de tes réseaux pour aller honnêtement ça n'arrive pas, ou en tout cas ça m'est pas encore arrivé. Peut-être que ça arrivera de temps en temps, mais il y a vraiment pas du tout ce souci de toxicité, etc. Donc du coup je suis beaucoup plus libre de parler de tout ce que je veux sans avoir d'effets néfastes derrière. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment le gros avantage. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi le format le format podcast pour toutes ces choses. Et puis la dernière chose, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est quand même beaucoup saturé d'informations. Les gens passent très peu de temps à lire ce qu'ils voient passer. On est toujours en train de scroller. Alors que le podcast, le format audio, ça privilégie l'immersion, le format long, et du coup les gens écoutent beaucoup plus, ils ont une attention beaucoup plus soutenue. Et moi c'est vraiment ce qui me manquait sur les réseaux sociaux. Les gens sont jamais dans la nuance, et moi ça me manquait beaucoup, et du coup j'ai pas longtemps hésité avant de me lancer sur le format podcast. C'est ça. Et justement, tout à l'heure, tu disais que ça te permet justement d'aborder tous les sujets que tu pouvais pas forcément aborder sur les réseaux, pardon. Quels sujets, toi, te tiennent le plus à cœur et comment tu choisis tes thèmes d'épisodes? Est-ce que c'est vraiment au fil de l'eau de ce que tu vis ou est-ce que vraiment tu as des thématiques précises que tu abordes au jour le jour? Le sujet du podcast, c'est le sport paralympique. Et du coup, il y a évidemment deux thématiques qui en découlent. C'est d'une part le sport de haut niveau et tout ce que ça inclut, et notamment sa face cachée, parce que c'est vrai que souvent les gens ont beaucoup d'idées reçues sur le sport de haut niveau parce qu'ils voient les podiums et les médailles, mais ils ont aucune idée de c'est quoi réellement notre vie derrière en tant que sportif de haut niveau. Voilà, parce qu'on est très loin d'être des footballeurs professionnels, par exemple, même si souvent les gens, c'est ce qu'ils s'imaginent. Et puis la deuxième thématique, c'est fatalement le handicap et tout ce que ça inclut, que ce soit évidemment dans le quotidien, de manière plus générale, un peu, on va dire politiquement entre gros guillemets, hein, mais voilà. Et puis sa relation avec le sport de haut niveau, parce que être sportif olympique, c'est pas pareil qu'être sportif paralympique. Donc du coup, je fais vraiment les liens entre ces deux grandes thématiques. Donc du coup, il y a des épisodes qui sont vraiment sur le sport de haut niveau pur, on va dire. Il y a des épisodes qui sont sur le handicap, pareil. Et puis il y a des épisodes et même à l'intérieur même de ces épisodes, il y a toujours en fait un peu un lien entre les deux. Et du coup, les thèmes des épisodes, je les choisis vraiment parce que soit je sais pas, je vois un commentaire sur sous une publication lambda sur Facebook ou autre, et je me dis ah bah tiens, ce sujet il est pas du tout connu, parce que on voit voilà, on voit des choses qui sont dites et qui sont qui me font bondir, et je me dis bah ça c'est un sujet qui est important à traiter. Ou alors je reçois des questions sur mes réseaux, etc. Et du coup, je traite directement les questions que se posent les gens. Et puis, la plupart du temps, c'est des situations que je vis et qui sont du coup pour moi importantes d'en parler, soit parce que voilà, on va me
me faire telle ou telle réflexion, ou je vais vivre telle ou telle situation en allant à l'entraînement ou en compétition, etc. Et du coup, ça vient vraiment comme ça avec ce que je vis au quotidien et malheureusement ce qu'il faut revendiquer quand on est handicapé en France. Dans ta candidature à Pipatient, quand on t'a demandé d'écrire ton podcast, t'as dit que t'as utilisé 3 mots. T'as utilisé pédagogique, nuancé et résilient. Et je voulais savoir quelle valeur tu voulais justement transmettre avec ce podcast. C'est vraiment mon podcast, je l'écris vraiment d'une part en ayant en tête que il n'y a pas une seule réalité parce que déjà le milieu du handicap est ultra complexe. Toutes les pathologies, tout est un spectre. La réalité d'une personne va être totalement différente de la réalité d'une autre, etc. Et ça, vraiment, il faut tout le temps l'avoir en tête quand on traite d'un sujet comme le handicap. Malheureusement, c'est jamais le cas dans les médias traditionnels, on va dire. Donc pour moi, c'était vraiment super important de pouvoir montrer cette diversité et d'avoir cette nuance obligatoire, voilà, qui est vraiment nécessaire quand on traite de ce type de sujet, parce que voilà, c'est tellement c'est tellement vaste que moi je peux pas aller dire bah voilà il faut faire comme ci ou comme ça. Bah non, parce que la réalité d'une personne c'est pas la réalité d'une autre. Donc c'était pour moi important de mettre en avant justement cette nuance et de pouvoir bah justement prendre le temps de détailler les sujets, d'où le format un peu plus long avec le podcast. Et puis vraiment, j'ai envie de sensibiliser puisque le handicap c'est j'aime pas dire un milieu parce que c'est pas un milieu. Les personnes handicapées sont partout dans le quotidien, mais le handicap c'est un champ, on va dire, qui est très peu connu des gens. Alors pourquoi? Bah, parce que à l'école, on ne fréquente jamais d'enfants handicapés parce que les enfants handicapés n'ont pas accès à l'école, parce que les écoles sont pas accessibles ou parce qu'il n'y a pas d'aide humaine, etc., etc. Donc c'est de moins en moins vrai parce que voilà, il y a de plus en plus de choses, mais on est quand même aujourd'hui, la plupart des adultes aujourd'hui n'ont pas fréquenté d'enfants handicapés, donc du coup voilà, les gens ne savent pas faire. On nous voit jamais dans les transports parce que les transports ils sont pas accessibles. On nous voit pas professionnellement parce que on a un taux de non-emploi qui crève le plafond, etc., etc. Donc en fait, les gens nous voient nulle part. Donc en fait, les gens ne connaissent pas le handicap jusqu'à ce qu'ils y soient eux-mêmes confrontés, soit directement, soit indirectement. Donc du coup, c'est super important pour moi de sensibiliser les gens à nos réalités, à ce qu'il faut faire ou surtout ne pas faire quand on croise une personne handicapée, etc. Parce que vraiment, parfois, quand on raconte ce qu'on vit au quotidien, les gens sont hallucinés. Alors qu'aujourd'hui, c'est la réalité de millions et de millions de personnes en France. Donc du coup, pour moi, c'était super important de pouvoir vraiment sensibiliser les gens à tout ça et du coup essayer de toucher le plus de monde possible sur ces questions pour plus que ce soit quelque chose d'inconnu et que les gens ne tombent pas des nues quand quand on leur explique que on peut pas prendre le TGV quand on est en fauteuil du jour au lendemain, on est obligé de réserver à l'avance ou voilà, ce genre de choses, j'aimerais que tout le monde le sache et s'en indigne avec nous quoi. Totalement. Tu as réalisé ton rêve en participant en fait aux Jeux paralympiques à Paris en août. Je voulais savoir ce que tu retenais de cette expérience et justement si tu avais vu qu'il y avait plus de choses adaptées aux personnes handicapées. Les Jeux à Paris, ça a vraiment été une compétition sportive incroyable. C'est vrai qu'on a eu une chance énorme d'avoir cet engouement populaire. On savait pas trop à quoi s'attendre, nous, en tant que para, parce que les Jeux Olympiques, ça a été un succès formidable. Après les Jeux Olympiques, il y a 2 semaines de pause, le temps de transformer les stades, de faire sortir les athlètes olympiques du village, etc. Et derrière, c'est les Jeux paralympiques. Et du coup, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Surtout que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a eu
il y a eu énormément de critiques de cette organisation. Les gens étaient là, ouais, c'est injuste, les Paralympiques voulaient ségréguer, c'est après, blablabla. En fait, moi, je voyais que des gens se plaindre et j'étais là, oh là là, mais et la fête, elle est où? Nous, on avait trop hâte que ça commence et puis tout le monde enfin, en tout cas, ce qui ressortait, c'était les gens grincheux qui arrêtaient pas de se plaindre, donc on savait vraiment pas à quoi s'attendre et au final, ça a été fantastique parce que les gens ont vraiment répondu à l'appel. Il y a eu, en fait, je pense après les Olympiques, ils ont eu ce manque grâce aux 2 semaines de pause. Du coup, quand les paras ont commencé, ben les gens se sont rués dans les stades pour reprendre leur dose de compétition et d'émotion. Du coup, ça a vraiment été une compétition vraiment fantastique pour nous athlètes. Après, au niveau du village paralympique, c'est le sujet d'un de mes épisodes sur mon podcast. Clairement, il y a eu des gros manquements sur l'accessibilité. Alors, il y a eu des choses. On voit que ça a été quand même pensé pour le handicap parce qu'il y avait des rampes partout, mais vraiment des vraies rampes, enfin des endroits de couler dans du béton ou pour accéder à un endroit où il y a un escalier, il y avait une rampe de 200 mètres pour pouvoir y accéder en fauteuil, etc. Donc, on voit qu'il y a certaines choses qui ont été pensées. Et puis, il y en a d'autres, on se demande comment c'est possible, mais il y avait pas de bateau sur les trottoirs au passage piéton. Donc, on se retrouvait avec des trottoirs de 10 centimètres à franchir en fauteuil. Il y avait des pavés partout. Les pavés, quand on est handicapé, quel que soit le handicap, c'est l'enfer. Enfin voilà, ce genre de choses qui paraissent tellement lunaires quand on sait que c'est un quartier qui a vraiment été construit pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est vraiment sorti de terre pour ça. Donc on peut même pas dire ouais mais ça fait 50 ans, il y a 50 ans l'accessibilité. Non non, là c'est un quartier qui est sorti de terre en 2024 et qui a vocation de devenir un vrai quartier de vie. Donc c'est ce que je disais à quelqu'un quand je disais ouais là il y a ça qui va pas. On m'a dit oui mais ça a pas été construit pour les Jeux paralympiques. Mais justement en fait, après les Jeux paralympiques, il y a 15% des gens qui habiteront dans ce quartier qui seront handicapés. Et du coup là il y a des grosses grosses difficultés qui vont se poser à cause de ces soucis d'accessibilité. Donc ouais il y a eu du bon et il y a eu des surprises on va dire. C'est ça. Ouais. Et justement, comment toi, tu vois l'évolution surtout du handisport en termes de visibilité et de reconnaissance surtout? Ben là, au niveau des jeux, ça a été vraiment hors norme par rapport à toutes les éditions précédentes. Là, il y a eu quand même un engouement dans les stades. Les stades globalement étaient quand même assez pleins. Il y a eu beaucoup de sessions à guichets fermés. Il y a eu un engouement médiatique énorme parce que les médias ont joué le jeu. Il y a eu évidemment la diffusion sur France TV de toutes les épreuves. Mais il y a eu aussi voilà les unes de l'équipe tous les jours pour les médailles et les résultats des paras. Donc il y a eu vraiment un engouement sans précédent. Donc ça c'était plutôt positif. Après voilà, c'est comme tout, il y a le gros événement tous les 4 ans. Donc là encore une fois, moi je remercie vraiment ce qui s'est passé en France cet été parce que ça a été incroyable pour nous. Mais combien d'articles dans les journaux est-ce que vous avez vu depuis sur le parasport? Il y a eu des dizaines et des dizaines de compétitions para dans tous les sports. Il y a eu des championnats du monde, il y a eu des championnats d'Europe et on n'en a pas entendu parler. Donc l'événement lui-même a été incroyable, mais l'héritage pour l'instant, ça a encore un peu de mal à vraiment à transformer l'essai quoi. Les médias ont un petit peu oublié une fois que les jeux se sont terminés, voilà. Pour l'instant, c'est ça on retombe un peu comme avant les jeux quoi. Donc bon, Ouais, il y c'est a un peu encore un peu dommage de mais de à voir travail, à quoi. l'avenir si les médias rejouent le jeu et se reprennent au truc. C'est ça. On va l'espérer en tout cas. Quel conseil tu donnerais justement à des personnes qui souhaitent, partager, leur propre expérience du handicap, et du sport? Et je pense qu'il faut vraiment être soi-même. Alors ça peut paraître un peu bateau, mais
il faut partager ce qu'on a envie de partager. Il faut pas se sentir obligé de partager telle ou telle chose si on n'en a pas l'envie. Moi-même, je parle pas forcément de tout, ou alors pas à certains moments. Voilà, faut quand même s'écouter avant tout. Et puis, choisir le format qui nous plaît, que ce soit voilà un podcast audio format long, mais ça peut être des formats très courts, ça peut être de la vidéo, pareil, format court, format long. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça peut être à l'écrit aussi. Il y a des personnes qui écrivent des livres. Enfin, il y a un nombre infini de moyens de le faire. Il faut choisir le format qui convient à soi-même, avec le contenu qui nous parle, parce que il y a que comme ça qu'on peut faire de la qualité. De toute façon, quel que soit le domaine, c'est si on aime ce qu'on fait et qu'on peut du coup beaucoup le travailler. Et voilà. Moi, je voulais savoir comment tu envisages la suite pour ton podcast. Est-ce que tu as envie de le développer encore plus? Est-ce que tu as envie de mettre en place des partenariats? Est-ce qu'il y a des choses que t'as déjà en tête ou pas? Ben moi je continue donc sur ma fréquence de publication, donc tous les premiers et troisièmes jeudis du mois, avec évidemment parfois des pauses pendant les vacances, etc. Mais avec toujours voilà une fréquence assez régulière. Après, en termes de développement, bah c'est vrai que forcément on a toujours envie de toucher le plus de monde possible, parce que c'est pour ça qu'on prend la parole tous, je pense. Donc du coup, c'est vrai que j'aimerais pouvoir intervenir sur d'autres podcasts, voilà des podcasts qui interviewent des athlètes ou des personnes qui justement ont créé leur podcast, etc. Donc ça, c'est les projets à venir, c'est pouvoir être invité par-ci par-là pour parler de ces sujets et ce qui fatalement devrait pouvoir amener des gens à connaître mon podcast et à me connaître par ce Ouais, biais-là. Donc ça, c'est les projets pour 2025. trop bien. On a hâte de voir ça. Je voulais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi justement ce prix Happy Patient. Tu as gagné la catégorie voix inspirante. Donc je voulais savoir ce que ça pouvait signifier pour toi. Ben, je suis très heureuse d'avoir gagné ce prix, parce que c'est jamais évident quand c'est un vote du public. Voilà, on sait jamais trop est-ce que vraiment les gens vont voter leur coup de cœur, ou est-ce que c'est la personne qui aura le plus d'amis qui va gagner le prix. C'est vrai que moi avant dans une précédente vie avant le Covid, j'étais musicienne, et c'est vrai que j'ai participé à pas mal de tremplins dans ce genre où faut amener des votes, etc. Et ça a toujours été compliqué pour moi, parce que je suis pas forcément la personne qui a le plus d'amis sur cette terre. C'est vrai que j'ai pas forcément énormément de relations, etc. Donc j'ai jamais gagné de tremplin où c'était des votes du public. Donc là, je savais pas trop à quoi m'attendre sur un prix avec vote du public. Et donc du coup, c'est vrai que je suis très heureuse d'avoir gagné, on va dire pour la première fois du coup un prix avec vote du public. Donc ça me conforte vraiment sur le fait que ce que je raconte touche sûrement les gens, et que c'est a priori le bon format et le bon contenu. C'est ça. Et justement, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un Happy Patient alors? Bah, un happy patient, je pense que c'est quelqu'un qui a accepté son handicap, sa pathologie, et qui vit à peu près en harmonie dans son quotidien avec, et qui du coup a les ressources qui permet d'aider d'autres personnes qui pourraient être plus ou moins dans le même cas, à pouvoir euh, à pouvoir vivre de leur côté ce challenge qui est pas toujours simple. Ouais, c'est sûr. Et bah pour terminer le podcast, j'ai une dernière question pour toi. C'est si tu devais transmettre un message à celles et ceux qui te découvrent grâce à ce prix, qu'est-ce que ce serait? C'est pas facile comme question.
Mais Tu peux dire allez écouter mon podcast. Hein. ouais, oui, bah évidemment, oui, allez écouter mon podcast, que vous soyez touché par le handicap ou juste passionné de sport, parce que c'est vrai que souvent les gens se disent que c'est un podcast sur le handicap, mais c'est avant tout un podcast sur le sport de haut niveau paralympique. Donc pour les personnes juste passionnées de sport, ça va déjà, je pense, répondre à beaucoup de vos attentes. Donc ouais, n'hésitez pas à aller écouter le podcast et à me rejoindre sur Instagram parce que je fais du contenu vidéo en parallèle des épisodes, un peu des contenus un peu exclusifs. Donc voilà, ça complète les épisodes. Trop chouette. Bah écoute, merci beaucoup Milena d'avoir partagé ton expérience et ton podcast et félicitations encore pour ton prix Happy Patient. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.